Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve après une petite journée bien chargée, un peu fatigué, mais pour vous parler de Joker. Voilà, je viens de voir le film, donc je vous fais un petit avis à chaud. Tout d'abord, je vais le dire franchement, je ne fais pas partie de tous ceux qui ont vu le film et qui sont dithyrambiques à son sujet. Alors particulièrement justement par rapport aux critiques, le film a été dévoilé à la presse déjà il y a un petit moment. L'embargo a été levé il y a quelques jours, donc il y a eu pas mal de premières critiques sur le film. Et voilà, c'était des critiques assez élogieuses. Voilà, un film coup de poing, un des films de l'année, Joaquin Phoenix qui mérite un Oscar. Voilà, donc tout pour faire la hype autour de ce Joker. Et malheureusement pour moi, alors je vais pas dire déconvenu, mais ça fait partie de mes deux films de l'année que j'attendais, donc le second est Midsommar. J'en reparlerai dans une autre critique, mais ça fait partie des films donc, que j'attendais vraiment avec grande impatience, et je me retrouve au final avec des films sympathiques, mais quand même assez loin d'être transcendants. Alors je vais revenir en détail sur les points que j'ai appréciés, ce que j'ai moins apprécié, et par contre il y aura deux gros spoilers, et je vais parler des influences. Joker est un film avec de très grosses influences, ces films-là sont indissociables de cette version du Joker. Alors au début pour Joker j'étais pas très emballé, je me suis dit voilà encore Warner, DC, ils font un pas en arrière, voilà, donc ils sont partis de l'univers Dark pour aller à l'univers un peu, comment je peux dire ça, un univers Candy Crush. Après la sortie des Gardiens de la Galaxie, ça a commencé avec The Suicide Squad pour complètement désamorcer ce qui avait été posé par Zack Snyder, un univers très mature, très basé dans la réalité. D'ailleurs, le point très important par rapport à DC, c'est que DC, à la base, c'est DC Comics. Voilà, Detective Comics. À l'inverse de Marvel, Marvel qui veut dire merveille, donc qui n'ancre pas ses personnages dans la réalité, à l'inverse de DC qui les ancre vraiment dans la réalité. Et c'est ce qui est bien par rapport à ce Joker, c'est que c'est un film ultra réaliste. Alors au niveau de la vie, je vais commencer par la réalisation, parce que Todd Phillips vient à la base, il a réalisé Very Bad Trip, je sais plus ce qu'il a fait à la base, il a fait Very Bad Trip 2 bien sûr, et Very Bad Trip 3, mais je sais plus s'il a fait d'autres films par la suite. Donc du coup, il s'essaye pour la première fois un exercice de style qui n'est pas le sien, qui est vraiment un drame ultra, voilà, je le redis, ultra ancré dans la réalité, même si ça parle du Joker. Donc là aussi, c'est important de le dire, c'est que le film de Todd Phillips est un film d'influence. C'est pas un projet totalement original, c'est un film d'un fan de cinéma, voilà, qui a des films ultra référentiels et qui a voulu construire un nouveau projet autour de ces films-là. Et donc du coup, il s'est vu attribuer la réalisation de ce Joker, et je me demande si même à la limite, si le Joker n'a pas été rattaché à l'histoire après, parce qu'en fait, l'air de rien, le Joker, il sert l'histoire, mais ça aurait été un autre personnage que le Joker, ça n'aurait pas d'incidence, donc le Joker est greffé à l'histoire. La famille de Wayne, bien sûr, donc Batman, est greffé à l'histoire. Bien sûr, ça crée un univers cohérent, mais ça aurait pu être un film avec un autre personnage principal. Je pense que franchement, ça n'aurait pas changé son propos. Donc pour la réalisation, il y a des plans, mais vraiment absolument géniaux, parce que le film renvoie directement à Taxi Driver, des plans de New York dans les années 70. D'ailleurs, le logo de Warner au début du film, c'est le logo de Warner du début des années 70. Alors sur ce point-là, le film n'a pas vraiment de point de repère spatial. C'est à la fin des années 70, début des années 80. Il y a des points qui portent à penser que ça se passe peut-être à la limite au milieu des années 80, parce qu'on introduit les yuppies, je sais pas si c'est le terme exact, mais pour les fans de American Psycho ça parlera, où les méchants c'est les personnes en costard cravate qui se croient tout permis avec le pouvoir de l'argent. Donc ça, c'est un sujet qui est plutôt du milieu des années 80, et donc qui est intégré dans ce film là, et donc qui est un gros revirement de l'histoire de ce film. Et aussi un point où on voit un magnétoscope à un moment dans le film, donc Arthur Fleck utilise un magnétoscope, et les magnétoscopes n'étaient pas très répandus à la fin des années 70, au début des années 80, ou alors ça coûtait une blinde, et donc pour quelqu'un qui vit un peu dans la pauvreté, ça crée un petit décalage. De ce point de vue là, il n'y a pas vraiment de repère temporel. Ça fait aussi penser d'ailleurs à la série Gotham, qui n'a pas de repère temporel, puisque dans la série Gotham on retrouvait des écrans cathodiques alors que ça c'est censé se passer de nos jours, voilà, des décors des années un peu 50, donc il n'y avait pas de repère temporel. Je digresse pas mal, mais c'est important d'en parler. Et donc du coup la réalisation, je trouve que voilà, Todd Phillips étire trop le film. Il y a beaucoup trop de ralentis.
L'histoire est vraiment très diluée. C'est une histoire quand même relativement simple à la base, mais sur 2 heures, on sent que les effets de ralenti, le fait qu'ils ne maîtrisent pas totalement ce genre de sujet, donc peut-être que des moments ils ne savaient pas combler, ils ne savaient pas comment réaliser ce genre de scène. Il y a des moments où ça apporte quelque chose à la réalisation, mais des moments c'est absolument superficiel, et c'est juste là parce que soit il n'y avait pas d'idée, soit ça permettait de rallonger un peu la durée du métrage. Et surtout, l'autre point qui est dommageable, c'est que les plans sont beaucoup trop serrés par moment. Les plans sur Arthur Fleck, par moment, c'est vraiment sur le visage, c'est cadré au niveau du torse. Et bon, sur quelques scènes, ça irait, mais pareil, voilà, on retrouve ça beaucoup trop souvent dans le métrage, à part voilà, des plans sur New York et des plans dans certains lieux qui sont, voilà, qui sont assez larges. Les plans dans Joker sont un peu trop réutilisés, et voilà, c'est bien sûr là pour se rapprocher du personnage et de sa folie, mais c'est un peu trop répétitif au niveau de la réalisation. Ce qui reste aussi dans la réalisation pour moi, c'est la bande son. Là pareil, Todd Phillips renvoie directement aux films des années 70 et 80 et tout ce qui était les films de Scorsese. Ça justement, je vais y revenir après, parce que c'est un point très important pour aborder ce Joker, donc je vais en parler après. Donc voilà, on retrouve la bande-son des années 70-80, comme dans les films de Scorsese, une bande-son assez cool, mais par contre, clairement, par rapport à Scorsese, c'est des bandes-son qui sont moins impactantes, des morceaux qui sont pas, je dirais, moins connus. Il y avait des morceaux que Scorsese a popularisés, mais des morceaux qui étaient assez cool, qu'on appréciait assez rapidement, et là, bon, ils servent l'histoire, mais c'est pas des morceaux qui sont super mémorables. Et justement encore, voilà, la bande-son, mais cette fois-ci, la bande-son en elle-même du film, c'est une bande-son très oppressante. Voilà, la réalisation déjà en elle-même est assez oppressante. La bande-son pendant les 2 tiers du film est omniprésente et très lourde, mais finit par alourdir le propos en fait. Donc c'est des cordes assez graves, mais le thème est assez répétitif. C'est un thème lancinant qui avance, qui essaye d'écraser le spectateur, comme la psyché d'Arthur Fleck l'écrase lui-même. Et le second point, le plus important, qui a mis apparemment tous les premiers youtubeurs, tous les premiers critiques d'accord, c'est la performance de Joaquin Phoenix. Une performance vraiment géniale, ça on peut pas le nier. Voilà, le poids qu'a perdu Joaquin Phoenix pour le rôle, ça se ressent sur le personnage, ça sert au personnage, sur son anxiété, sur son mal de vivre. Son rire, c'est l'un des rires les plus malades qu'on ait pu voir au cinéma, l'un des rires les plus fous de tous les personnages du Joker incarnés au cinéma ou en série. Mais là aussi, malheureusement, encore une fois, tout est redondant. Joaquin Phoenix, on le voit souvent en train de faire des pas de danse au ralenti, mais ces pas de danse aussi, même s'ils sont bien exécutés, il a bien travaillé dessus, ils sont totalement répétitifs dans le film. Son rire est vraiment trop utilisé. Sa folie, ce sont toujours les mêmes moments de folie en fait, ce qui fait qu'à la fin le personnage d'Arthur Fleck reste assez uniforme. L'interprétation de Joaquin Phoenix est vraiment bluffante, mais de là à mériter un Oscar, quand on mérite un Oscar, c'est sur un jeu, une palette d'expression, et malheureusement la palette d'expression de Joaquin Phoenix dans ce Joker est assez limité. Le personnage, je redis, est assez uniforme, et c'est pas aidé par la réalisation de Todd Phillips, qui recycle sans cesse les mêmes plans et les mêmes attitudes du Joker tout le long du film. J'ai survolé assez rapidement d'une certaine façon la réalisation et le jeu de Joaquin Phoenix, c'est parce que je voulais englober ça dans le point le plus important du film, qui est ses influences. Voilà, car depuis le début du projet, Todd Phillips voulait rendre hommage à Martin Scorsese, et 2 films qui lui tiennent à cœur, c'est Taxi Driver et La Valse des Pantins. C'est un film de Martin Scorsese qui n'est pas très connu par chez nous. Quand le film est sorti au début des années 80, il a fait un beat commercial, même je crois dans le monde entier, parce que le film passé après Raging Bull, c'est une satire assez légère avec Robert De Niro, alors justement on va y revenir ça aussi après, et Jerry Lewis. Donc le film était un peu plus léger et le public ne l'avait pas compris. Ce qui fait que le film, dans les critiques que j'ai pu voir ou que j'ai pu lire, il n'y a pas beaucoup de références à The King of Comedy, qui pourtant est le film central sur lequel est basé complètement Joker. Alors pour rappeler l'histoire de La Valse des Pantins, The King of Comedy, c'est Robert De Niro qui joue un stand-upper raté, qui n'arrive pas à percer et qui se focalise sur une star de la télévision et qui veut passer dans son show télé. Donc il commence à s'imaginer dans sa tête des passages télé, sa relation avec le présentateur qui est Jerry Lewis, et donc Robert De Niro fantasme complètement dessus et finit par enlever le présentateur qui s'appelle Jerry, voilà, comme Jerry Lewis. Bon, ça je vais pas développer dans La Valse des Pantins, un film très ancré dans la réalité, donc les pistes sont brouillées, il y a des personnages réels avec des personnages fictifs.
Mais donc du coup Robert De Niro enlève le personnage de Jerry Lewis et menace de le tuer s'il ne passe pas dans son show. Et dans La Valse des Pantins, Robert De Niro, qui est un personnage qui reste assez, même s'il est fou, c'est pas le personnage le plus fou du film, c'est la femme qui l'accompagne. Et c'est carrément le Joker du Joker. J'ai l'impression que Todd Phillips a voulu combiner ces deux personnages. Et aussi un autre personnage très important de The King of Comedy, qui est le love interest de Robert De Niro, une femme métisse, comme dans le Joker, et à qui il fait croire qu'il est un stand-upper, qui va réussir. Donc ces points-là, on les retrouve quasiment point par point dans Joker. Alors surtout ce que j'ai remarqué quand j'ai vu La Valse des Pantins, The King of Comedy, c'est des passages de The King of Comedy qui étaient dans la bande-annonce de Joker. Le Joker d'ailleurs s'habille un peu comme le personnage de Robert De Niro dans La Valse des Pantins, et pour pas la même couleur, Arthur Fleck s'habille en beaucoup plus sombre que le personnage de Robert De Niro, bon je sais plus trop le nom là. Autre point qu'on retrouve dans Joker, c'est qu'à un moment le personnage donc, de Robert De Niro, avant de passer au show télé, demande à ce qu'on l'introduise sous le nom du The King, ce qui est le même passage dans Joker, quand Arthur Fleck demande à Robert De Niro d'être introduit sur scène en tant que Joker. Alors l'autre point important sur lequel je pense Todd Phillips a voulu poser les bases de ce Joker, c'est qu'à un moment, le coproducteur de l'émission, donc présenté par Jerry, à un moment a un doute de faire passer le personnage à la télévision, car il a peur que, par ses propos, ses attitudes, il déclenche une émeute ou une attaque terroriste sur la ville. C'est exactement ce que provoque le personnage du Joker dans l'émission avec Robert De Niro. Donc là, le point qui est un peu abordé, le point de méfiance, est complètement là développé dans Joker. Donc l'autre film qui est la référence pour Joker, c'est Taxi Driver. Taxi Driver avec son sous-texte politique, le personnage de Robert De Niro, une fois de plus, hein, voilà, il n'y a pas de hasard. Et bien sûr, les deux personnages sombrent dans la folie à partir du moment où ils ont une arme en main. Et pour revenir rapidement sur Robert De Niro, s'il se trouve à l'affiche de ce Joker, c'est parce qu'à la base, Martin Scorsese devait produire le film. Donc c'est Martin Scorsese qui avait amené Robert De Niro, donc en lui disant que ce serait un hommage à King of Comedy, Taxi Driver. Mais donc Martin Scorsese s'est retiré du projet, Robert De Niro y est resté. Par contre, l'interprétation de Robert De Niro, c'est voilà, on retrouve enfin du Robert De Niro qui nous avait abandonné depuis des années pour se tourner un peu vers la comédie ou les films un peu plus légers, mais on n'est pas une interprétation de haut niveau de ses prestations passées. Voilà, de Robert De Niro, on n'a plus besoin de le diriger. Robert De Niro fait du Robert De Niro, il le fait très bien, mais par contre on l'attend dans The Irishman de Martin Scorsese qui arrive bientôt sur Netflix, où là, à mon avis, on aura une performance voilà, qui est de sa stature, avant malheureusement qu'il repart sur des comédies. J'ai vu sa fiche IMDb et les prochains films à venir, malheureusement voilà, pour Robert De Niro, pour la fin de sa carrière, ça va rester dans les films assez légers. Alors, autre point dans les influences qui était impossible de ne pas aborder, c'est bien sûr la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, mais en particulier The Dark Knight avec Heath Ledger dans le rôle du Joker. Alors, je le dis tout de go, pour moi, l'interprétation de Joaquin Phoenix n'atteint pas du tout celui de Heath Ledger. Déjà parce que c'est basé sur l'interprétation de Heath Ledger. Il y a des passages, même dans la réalisation, ça renvoie directement à The Dark Knight. Et surtout pour moi, le plan dans Joker, quand on voit le Joker à la fin du film, quand il est dans la voiture arrêté par la police, qui regarde les émeutes dans la ville par la fenêtre de la voiture, ben, c'est le plan dans The Dark Knight, quand on voit le Joker de Heath Ledger voilà, qui assiste aux émeutes dans la ville, assis sur la fenêtre de la voiture. Donc autant au niveau du Joker que de certains plans de réalisation, c'est vraiment du The Dark Knight par moment. Alors au niveau des influences, il y a des choses qui m'ont vraiment chagriné, c'est parce qu'on sent que Todd Phillips a voulu faire rejouer des scènes de De Niro à Joaquin Phoenix. Il y a la scène du fameux You Talking to Me qui est mixée avec, dans The King of Comedy, Robert De Niro qui se prend pour un invité d'un show et qui se parle à des personnages. Ce qu'on retrouve dans la scène de l'appartement, quand Joaquin Phoenix fait un monologue qui demande si on s'adresse à lui, à deux personnages. Et malheureusement, ce passage-là, où on sent que Joaquin, d'ailleurs, refait quand même pas mal du De Niro dans sa gestuelle et au niveau de ses expressions, cette scène-là tombe complètement à plat pour moi, d'autant plus qu'elle donne l'impression d'être, je dirais pas une scène ratée, mais pas une scène qui a dû satisfaire totalement le réalisateur. Donc on le sent qu'il augmente, qu'il monte, et puis bam, qu'il retombe d'un seul coup, et il revient à sa condition de Joaquin Phoenix, si je peux dire comme ça. Et la relation entre Arthur Fleck et sa mère, c'est aussi une pièce un peu plus développée de The King of Comedy. Parce que dans The King of Comedy, le personnage de Robert De Niro vit avec sa mère. On ne la voit pas à l'image, on n'entend que sa voix,
Donc là, pareil, Arthur Fleck vit avec sa mère, ils ont développé un peu plus l'intrigue, mais c'est la même base de scénario d'un homme qui vit seul avec sa mère, qui est mal dans sa peau et qui a besoin de reconnaissance. Ce qui m'a aussi pas mal gêné dans cette version du Joker, c'est que du coup, comme le personnage est assez redondant et son histoire est en fait assez basique, le Joker ne se suffit pas à lui-même. On sent que vraiment le Joker a besoin du Batman, a besoin d'avoir Batman en face pour exister. Son histoire, autant prenante et tragique soit-elle, en fait, du moins dans cette version-là, elle est pas très développée. On suit le même parcours jusqu'à l'explosion du personnage, qui est donc pour moi exactement la même que dans Taxi Driver, mais il n'a pas Batman en face, et du coup on reste un peu sur, je dirais pas sur sa fin, même si on est sur un Joker intéressant, on est loin d'avoir le Joker d'Heath Ledger, ou même les Jokers passés, qui faisaient face à Batman. Tout ça combiné pour moi ne m'a pas fait ressentir le projet comme quelque chose de très original en fait. C'est un film de cinéphile. Si on connaît les œuvres originales, c'est pas que ça nous sort du film, mais on voit directement les influences, comme on peut avoir beaucoup quand un cinéaste s'essaye dans un style qui n'est pas le sien. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on retrouve dans ce projet Joker. Alors pour moi, les passages les plus cool du film me paraissent un peu être des passages imbriqués en fait. C'est-à-dire que ce sont des cases dans la réalisation un peu trop étirées, mais je retiens notamment la scène, le meurtre par le Joker de la façon super brutale et l'humour noir qui en découle en font une scène vraiment géniale qui renvoie à Taxi Driver, les scènes les plus violentes de Taxi Driver. Ce passage-là est vraiment génial. Et bien sûr les deux twists de l'histoire. Même si je spoil, je vais pas trop développer, mais bien sûr la première révélation sur Arthur Fleck lui-même, qui renvoie sur une deuxième révélation, mais qui reste trouble quand même sur l'ensemble du métrage. On voit à un moment une photo de la mère d'Arthur Fleck, avec un message dessus, qui peut faire réfléchir à tout ce qui a été dit jusque-là sur le passé d'Arthur Fleck. Donc j'ai trouvé ces passages-là vraiment sympas, je m'attendais pas à des twists comme ça, qui bien sûr rattachent le film à l'univers de Batman, et cette relation entre le personnage du Joker et le jeune Bruce est vraiment super intéressante. Je sais pas si c'était déjà fait dans les comics, et là c'est vraiment une version inédite qui m'a vraiment beaucoup plu. Mais et bien sûr le sujet social du film qui renvoie directement à la famille Thomas Wayne. C'est la lutte des classes, c'est un film sur la lutte des classes. D'ailleurs comme un peu l'avait fait Parasite dans le ton un peu plus léger, le film qui a été primé à Cannes. C'est totalement dans le même sujet. Jusque là on voyait toujours le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, comme quelqu'un de vraiment généreux, un homme le cœur sur la main, et là ça fait repenser à la condition entre les Wayne et le bas peuple, et ce qui amène bien sûr sur l'émeute après la grande scène du film, c'est le passage de Joaquin Phoenix dans l'émission de Robert De Niro, jusqu'à la scène complètement tétanisante où il le tue. Alors bon, on s'y attend un petit peu à cette scène, mais la façon brutale dont il tue Robert De Niro est vraiment tétanisante, et qui amène jusqu'au propos social du film, là où il y a une intelligence du propos. On est là à se dire, ce que je vois dans le film, c'est vraiment le monde réel, il peut exploser à n'importe quel moment, tellement les différences entre les hautes classes et les basses classes sont notables, et on se dit, ce que je vois à l'écran, c'est ce qui peut se passer demain. C'est un film avec un gros message. Je crois d'ailleurs le message fait une petite polémique aux États-Unis, un message assez tendancieux, mais malheureusement c'est un sujet, je dirais pas de droite ou de gauche, c'est un sujet réaliste. Toute cette scène-là de l'émeute renvoie au plus gros défaut du film, c'est son final, qui pour moi est quasiment le même que Taxi Driver, et avec le même défaut. Pour moi il y a une vraie fin, c'est le passage où le Joker est sur la voiture, où il se fait son sourire avec du sang. Le film pourrait s'arrêter là, mais non, on le voit en hôpital psychiatrique après son arrestation, mais on se dit, voilà, tout ça était dans sa tête, il ne s'est rien passé, et du coup, voilà, apparemment il commet un autre meurtre, il est emprisonné dans l'institut d'Arkham, mais voilà, le film s'arrête là, et tout le propos est désamorcé. Il y avait un message tellement fort, il y avait en fait, tout le long du film, il y a une progression, même si elle était assez lourde, assez pataude, il y avait une progression vraiment très prenante, ce qu'il y avait aussi dans Taxi Driver, le moment où il y a le meurtre dans le climax final, pour après revenir sur Robert De Niro qui est en conducteur de taxi, alors qu'on voyait qu'il était mort, avec la caméra qui volait au-dessus au niveau de la pièce, comme une âme qui survole une pièce après une mort. Mais non, donc Taxi Driver avait continué après, qui pour moi était ma déception de Taxi Driver. Et on retrouve cette même déception, et qui est quasiment aussi la même fin que The King of Comedy, La Valse des Pantins. À la fin du film, on voit Robert De Niro se faire arrêter. Il y a sa prestation à la télévision, il se fait arrêter par la police,
Et on se comprend que tout se passe dans la tête de Robert De Niro sur une grande partie du film. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Joker, c'est quand le Joker, quand il raconte des blagues, il y a les rires enregistrés, il rit, c'est lui-même qui rit à ses propres blagues, qui croit que ses blagues sont drôles, donc il s'imagine un rire du public, ce qui était dans La Valse des Pantins, The King of Comedy. Et en fait, ce final ramène pour moi au plus gros défaut du film, c'est qu'en fait, il va nulle part. C'est-à-dire que le film, bon, il ne se veut pas rattacher à l'univers du DCU. Comme ce final désamorce le propos politique, le film n'a plus de but. On se dit, voilà, le film n'existe pas dans un univers et il n'existe même pas pour lui-même, pour son propos. Et ça, franchement, c'est super dommageable. Alors pour moi, impossible de finir cette critique, je pense, comme beaucoup de youtubeurs ont dû le faire, c'est de classer ce Joker parmi les anciennes interprétations de Joker au cinéma. Alors je vais pas parler donc des incarnations du Joker en série ou en dessin animé. Alors je vais placer, bien sûr, je pense comme pour tout le monde, Heath Ledger en haut du panier. Je vais mettre Jack Nicholson en second et cette version de Joaquin Phoenix en troisième, et bien sûr Jared Leto en quatrième, même si le Joker de Jared Leto n'a pas eu le temps d'exister. Un très bon Joker pour Joaquin Phoenix, mais largement pas au niveau de Heath Ledger et Jack Nicholson. Alors donc au niveau de la vie globale, pour moi Joker est un film intéressant, est un film que je conseille de voir, mais c'est pas du tout le film de l'année. La prestation de Joaquin Phoenix n'est pas aussi folle que ce qu'on a pu le dire. Voilà, que ce soit au niveau de la réalisation du jeu de Joaquin Phoenix, tout est répétitif, tout est basé sur le même principe, donc ce qui fait son plus gros défaut. Alors pour la note, je vais mettre 3,5 sur 5. Je peux pas mettre plus, je pensais que ma voix allait être assez dissonante par rapport aux critiques que j'ai pu voir jusque là, mais en fait avant de faire cette vidéo, j'ai regardé les dernières critiques qui avaient été postées par des youtubeurs qui ont vu le film mais hors projection presse, et là par contre c'est moins dithyrambique, donc j'ai retrouvé des avis qui disaient que c'était un film, voilà, comme je le dis, un film intéressant, mais loin d'être le film de l'année, et quand même qui a de sacrés tares pour permettre d'en profiter pleinement. Donc comme j'ai dit juste avant, c'est un film que je conseille, mais surtout aussi ce que je conseille, c'est de revoir Taxi Driver avant pour ceux qui l'ont déjà vu, de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, et voir Joker sans avoir vu avant La Valse des Pantins, The King of Comedy, c'est un peu comme voir le remake d'un film sans voir l'original, donc c'est vraiment dommage, on perd de la substance. Après ça permet de se dire bon ben, c'est un film totalement original, mais malheureusement ben, ce n'est pas le cas, c'est pas du tout un film original. C'est un film de cinéphile. Par contre, ce qui me fait peur maintenant, c'est que Warner veulent faire une suite, ou du moins rattacher l'univers de ce Joker au DCU actuel, qui est complètement parti en morceaux. Je vais pas revenir dessus, de toute façon, je me perdrai. Et sans citer quel passage exactement, on voit à des moments des références à d'autres personnages de l'univers de Batman. Donc j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de suite là. Todd Phillips lui-même a assuré qu'il n'y aurait pas de suite. Et de toute façon, pour les personnages de Batman ancrés dans la réalité, on a déjà eu Double Face dans Dark Knight, on a eu Scarecrow, donc là ce serait une redite de refaire ces personnages-là. Donc courez voir Joker quand même pour vous faire vos avis, et j'attends d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à passer sur Antiverse, à passer sur notre page Facebook. Pour moi le plus important c'est que vous partagez cette vidéo si vous trouvez que mon avis est assez décortique assez bien le film, qui permet de se faire un avis un peu plus poussé sur Joker. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette critique et je vous retrouve très rapidement. Tchuss.